enregistrement. Petit écran partagé et voilà. On va donc commencer ce cours afin d'éviter de vous retrouver sur la vidéo. Ça peut être un peu agaçant. Je vais donc juste mettre ma petite face ici en coin. Donc voilà, c'est parti. Hein. Comme je vous disais, donc aujourd'hui, culture, socialisation et contrôle social. Hein, trois grands thèmes qui vont nous habiter pendant la séance. Bon, la culture en général, hein, souvent, qu'est-ce qu'on a un peu l'impression de ce qu'est la culture, c'est surtout les fameuses industries culturelles. Hein. On pense un peu à la nourriture, le langage, les festivals ou les festivals, hein, comme diraient certains. Également, tout ce qui est la dimension artistique, hein, c'est celle auquel on pense le plus spontanément. Toutefois, on voit un peu qu'on a accès spontanément, du moins, qu'à la partie immergée de l'iceberg, hein, c'est-à-dire, si on veut, la petite partie qui est au-dessus de l'eau. Hein, j'ai un beau petit dessin d'iceberg. On voit que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus profond également de ce qu'on peut bien imaginer. Hein, c'est-à-dire que la culture, hein, j'ai bien un ensemble d'éléments ici, mais par exemple, la notion du bien et du mal, ce qui est accepté, ce qui est intolérable à l'intérieur des sociétés, ce qui est considéré comme beau, ce qui est considéré comme moins beau également, même la notion du pur et de l'impur. Là, je suis davantage en anthropologie, mais il y a quand même toute cette dimension-là hein, de ce qui est acceptable de manipuler et d'autres pas. Hein. J'avais d'ailleurs cette petite anecdote, oui, je commence déjà avec une anecdote. J'étais en Thaïlande, petit voyage avec ma copine, et il y a quelque chose de particulier là-bas, il ne faut jamais mettre ses souliers hein, à l'intérieur des commerces. Des fois, certains commerces, ça va, comme les 7-Eleven et les dépanneurs un peu, mais dans les domiciles privés, ne jamais faire ça. C'est-à-dire que la rue est considérée comme un lieu impur et sale. Nécessairement, si vous rentrez avec vos souliers à l'intérieur, c'est considéré comme un grand affront. Hein. Mais t'as vu une fois qu'il y avait une section que c'était correct avec les souliers, la section que c'était pas accepté. En bon occidentaux, moi j'ai dit, je garde mes chaussures, je suis dans un commerce. J'arrive pour rentrer dans l'autre zone, puis là, c'était le grand bas de combat, c'était absolument intolérable. Encore une fois, j'ai fait un impair. C'est très rigolo, évidemment, quand on voyage un peu partout. Eh bien, on se rend compte, surtout après coup, qu'on a fait des choses totalement inacceptables. Donc, notion du poli, de l'impoli, hein, excusez-moi, même notre manière d'entrer en interaction vont varier énormément selon notre culture d'appartenance. Également, on va les aborder un peu, mais les valeurs, les normes, les activités sportives, même le langage corporel. Hein, il y a des groupes sociaux qui s'expriment avec beaucoup plus de gestuels que d'autres, tandis que d'autres sont un peu plus réservés. Les croyances, les idéologies, bref, on a un ensemble d'éléments qui, spontanément, on ne pense pas qu'ils font partie de la culture. On va donc aborder un peu ces éléments-là ensemble aujourd'hui. Définition un peu canonique de la culture. Hein? Donc, c'est un ensemble lié. Ça veut dire que ça fait comme une espèce de pain qui se tient ensemble de manière de penser. Donc, on a de réfléchir et d'envisager notre existence et la réalité, d'agir également et de ressentir, hein, qui étant apprise, socialisation, et partagée par une pluralité de personnes, donc c'est répandu à l'intérieur d'un groupe, vont servir hein, d'une manière objective et symbolique à constituer ce groupe-là comme une collectivité à part entière. Hein, donc, on a un peu cette idée-là que la culture, parce qu'un nombre important d'individus l'ont intériorisé, ils vont se reconnaître à l'intérieur de ces cultures-là. C'est grâce à cette culture-là qu'ils vont également communiquer, hein, ce qui peut parfois poser problème hein, dans des relations interculturelles. On n'a pas les mêmes référents. Il y a des choses qu'on pense qui sont acceptables et qui ne sont pas, peut-être pas nécessairement pour un autre groupe. Donc, c'est, si on veut, un ensemble de manière qu'on en intériorise depuis notre jeune âge. On va en parler dans la deuxième partie, c'est la socialisation. On les intériorise. Justement, c'est une manière qu'on a de voir l'existence et également, c'est ce qui nous distingue de groupe en groupe. Hein, ça veut dire que c'est notre culture qui nous distingue. La culture, hein, souvent on la présente un peu de cette manière-là, mais elle n'est pas figée. C'est-à-dire que, vous vous en doutez bien, en 1900 au Québec et en 2020 au Québec, nous ne sommes pas même dans la même culture. On a une manière d'envisager le monde qui est complètement différente. Les rôles sociaux, les statuts sociaux qu'on accorde aux individus sont totalement différents. À l'époque,
une société essentiellement agricole dans laquelle on a des rôles très campés pour le père et la mère. Le père travaille dans les champs, tandis que la mère reste essentiellement à l'intérieur de la maison. Également, vous serez peut-être surpris d'apprendre que la notion d'adolescence n'existait pas. C'est-à-dire que vous êtes considéré comme un adulte en miniature dès que vous avez environ 6 à 7 ans. Si vous regardez les photos de l'époque, vous vous rendez compte de manière assez étonnante que les petits-enfants sont habillés pareil comme des adultes, mais en miniature. Donc, on a vraiment ce passage de l'enfance à l'âge adulte. Il n'y a pas de période entre les deux. Comme je vous dis, la culture se modifie énormément d'une époque à l'autre. Également, les communautés n'agissent pas en vase clos. Ça veut dire qu'il n'y a pas les Québécois qui seraient tous pareils et identiques, qui ne communiquent absolument pas avec le reste des autres cultures autour. Donc, il y a un contact continu entre les différentes communautés qui fait évidemment évoluer la culture. Ça veut dire que les groupes s'approprient des éléments de la culture des autres et vont également en donner à d'autres groupes. Donc, on a vraiment cette notion-là d'acculturation. La culture, vous ne serez pas étonné, on n'est pas tous pareils au Québec, même si on est dans la même culture québécoise, mais on va voir un peu plus tard que elle ne s'impose pas de manière uniforme à l'ensemble des individus. C'est-à-dire que selon nos caractéristiques sociales, hommes, femmes, riches, pauvres, donc on peut en regarder d'autres un peu plus tard, mais on voit un peu qu'on intériorise une forme, si on veut, différente de la culture qui forme autant, on va y revenir, de sous-culture. Donc, à ce moment-là, on retient un peu l'idée que la culture, oui, si on veut, elle est un ensemblier de manière de penser, d'agir et de ressentir, mais qu'on n'intériorise pas la culture de la même manière. C'est-à-dire qu'on intériorise une version particulière de notre culture en raison de nos milieux sociaux, en raison de nos milieux professionnels également. On a dans certaines situations des éléments qui sont particuliers, si on veut, de dissonance culturelle. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, parce qu'on est à la fois, par exemple, étudiant, joueur d'un sport quelconque, et on est également enfant d'eux, on est francophone, on est catholique, voyez-vous un peu l'idée, si on veut, il y a un ensemble d'éléments culturels qui est intériorisé par le même individu. Donc, on va revenir un peu là-dessus, sur ces éléments-là un peu particuliers. Mais on retient essentiellement que la culture, c'est un ensemble lié de pensée, d'agir et de ressentir. La culture n'est pas figée et on intériorise une forme particulière de la culture selon qui nous sommes. Donc, on est confronté à des milieux culturels particuliers. Donc, on va revenir un peu là-dessus. J'aimerais aborder quelques éléments de la culture avec vous, mais si vous me laissez une petite seconde, j'ai encore mon chat qui vire à moitié fou devant la porte. Je vous reviens. De retour, le petit chat est dans la maison. Donc, on va s'intéresser maintenant à... on a vu un peu c'est quoi la culture, mais on va regarder un peu c'est quoi les composantes de la culture. Qu'est-ce qui compose cette culture-là? Donc, commençons par les plus faciles, si on veut, les symboles et le langage. Les symboles, on a par exemple les plus classiques, disons les drapeaux. On reconnaît facilement un drapeau. Quand on voyage, on se met un beau petit drapeau canadien en se disant « Ne me tirez pas dessus, je ne suis pas un États-Unien ». Donc, on a ces drapeaux-là qu'on reconnaît. On va en rediscuter plus tard de cette dimension-là. Les logos aussi, on reconnaît tous les fameux logos d'Apple et compagnie. Donc, on a un peu ce truc-là. Mais également, les meubles, les vêtements, même les coupes de cheveux sont un ensemble d'éléments qui sont d'ordre symbolique. C'est-à-dire que on a accès aux symboles. Eh bien, ces symboles-là, si on veut, véhiculent des messages. Si on veut, je vais juste finir un peu là-dessus. J'ai quelques images là-dessus. Donc, on a des symboles, des objets, des images, des mots qui, justement, excusez-moi, on voit que la signification de ces symboles-là est reconnue et partagée par les membres d'une société. Ça veut dire que si on présente des symboles, nécessairement, les membres d'un même groupe social vont lui accorder la même signification et va être partagé par ce groupe-là. Par exemple, j'ai non, Butchie, hey, à terre. Par exemple, ici, il y a quelque chose de particulier. Allons sur
le mobilier, si on veut, eh bien, il y a une manière par laquelle on peut utiliser, hein, ici, je prends un exemple, hein, du mobilier pour signaler un message, hein, qui est, selon vous, le bureau du patron. Eh bien, j'imagine que les plus dégourdis d'entre vous, du moins, auront bien vite remarqué que peut-être que c'est davantage celui qui, avec du beau bois, des belles textures, du cuir et tout ça. Donc, le matériel lui-même, hein, si on veut, est porteur de sens. On accorde à l'idée que le cuir et les bois exotiques, c'est distingué. Hein? Donc, on a un peu ce truc-là. D'ailleurs, vous ne serez pas étonné si vous allez, par exemple, dans les bureaux de l'administration au Cégep de Saint-Hyacinthe ou encore dans des banques, par exemple, mais vous regardez, le bureau des adjoints ou des adjointes administratives est beaucoup moins et toujours moins richement décoré que le bureau des patrons ou du banquier. Donc, voilà que ça pétarade. Donc, on a un peu ces éléments-là, hein, c'est-à-dire que le mobilier peut être utilisé pour donner un message. Hein, donc, c'est des symboles. Autre chose également, hein, ici, on a des couleurs, par exemple. Hein, la dernière image ici, tirée, je crois que c'est le parrain, j'imagine. Eh bien, la dernière image que vous voyez à votre droite, eh bien, c'est une image d'enterrement. Mais qui aurait assez de gros bon sens pour se présenter à un enterrement vêtu de blanc? Bien, je crois que vous donnez un message ici de manque total de tact. Hein? Ça veut dire que les couleurs vont également dégager des messages. Ce sont donc, encore une fois, des symboles. L'image du milieu qui est tirée de la série, l'excellente série d'ailleurs de Orange is the New Black, eh bien, on voit que les vêtements, selon les détenus, ne portent pas le même type de vêtements. Ça permet de les distinguer. Dans les prisons, dans les institutions disciplinaires, bien, on voit que les vêtements sont utilisés comme élément de distinction. On reconnaît rapidement qui est le gardien, qui est la nouvelle et qui est l'ancienne. Ah bien, il faut les connaître, les codes, mais à l'intérieur de la prison, on les connaît absolument. L'image que je vous ai mise à gauche, eh bien, c'est une belle image d'un hipster, c'est-à-dire qu'on utilise des symboles pour, dans ce cas-ci, hein, souligner son appartenance à un groupe. Hein, les cheveux bien propres et bien, on va dire, léchés, on va dire. La barbe, la petite chemise à carreaux également avec les bretelles et la petite cravate nous permet d'identifier rapidement cet individu-là comme membre d'un groupe particulier, hein, qui habituellement revendique également, sinon ça n'a pas nécessairement de sens de s'habiller ainsi. Hein. Également, l'utilisation des tatous, c'est encore une fois la même chose. Hein. On utilise ces symboles-là pour donner justement un message ou simplement des images dans lesquelles on se reconnaît. Mais encore une fois, on ne se tatoue pas n'importe quoi. Il y a des études très intéressantes qui ont été faites. Les tatous, d'une part, selon le genre. Je n'ai pas vu beaucoup de monsieur se tatouer, par exemple, des libellules. Hein, il y en a assez peu. Il peut en avoir, mais assez peu fréquent. Tandis que selon les groupes sociaux, également les classes sociales, on ne va pas non plus, par exemple, avoir les mêmes tatouages. Hein? Donc, petit exemple ici de symbole. On a du langage également. Hein? Le langage, eh bien, on voit que c'est par le langage que l'on communique et c'est également le langage qui nous permet de désigner des choses, d'ordonner le monde, hein? Bien, mal, chaud, froid, on voit un peu l'idée, et d'interpréter le monde. C'est-à-dire qu'on vous a sûrement dit le vocabulaire est une richesse dont on ne peut se passer. Mais pourquoi? Parce que plus on a un langage qui est considéré comme étant riche, plus on peut décrire finement également la réalité. Hein? Donc, le langage, hein, d'une part, va permettre de communiquer et également va façonner l'univers de perception des membres du groupe. Il y a des langages le langage n'est pas neutre également. J'imagine que vous savez qu'il y a des langages qui peuvent être du langage utilisé pour la domination sociale. On va revenir sur ces concepts-là dans la session. Par exemple, si je vous traite de junkie et de BS, ce n'est pas juste des mots. On voit qu'ils sont chargés de sens, ces mots-là. Également, on utilise le langage pour différencier les individus, hommes, femmes, jeunes, vieux. Ce sont tous des manières par lesquelles on peut différencier les individus, tous des éléments propres à la culture. Également, on n'a pas un langage qui est commun à l'ensemble de la société. Selon nos classes sociales, on a un langage qui est, on considère comme étant soutenu, commun ou populaire. On n'a pas du tout le même type de langage selon notre appartenance à un groupe social. Hein? Donc,
Par exemple, ici, bien, on voit un peu que les classes, par exemple, ici, défavorisées, bien, on considère que c'est le langage le plus souvent populaire et de la langue familière. Hein? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'anglicismes, des termes qui sont impropres, des termes considérés comme étant vulgaires, du moins par la classe favorisée, hein, il faut le souligner, des verbes mal conjugués, si j'aurais, réponds au téléphone, bon, vous voyez un peu l'idée. Hein? Donc, on a des contractions de mots. Donc, on voit un peu cette idée-là. Hein? On a un langage différemment selon notre classe sociale. Dans une classe plus favorisée, par exemple, bien, le langage qu'on appelle la langue standard, que l'on appelle, habituellement, c'est le langage qu'on utilise à l'écrit. Hein? Bien, évidemment, on peut aussi avoir le langage qui est considéré comme étant soutenu. Hein? Les mots qui sont le vocabulaire est plus riche, on a des structures de phrases qui sont plus complexes. Donc, on a des langages qui sont, si on veut, pas répartis également à l'intérieur de la population, mais varient énormément selon notre groupe social d'appartenance. Puis il y a évidemment tout le langage, hein, le langage des jeunes, hein, comme je disais, yo, les jeunes. Bien, on a le langage qui est propre, hein, à une génération également. Hein. Ma génération à moi, c'était c'est hot, c'est cool. Je ne suis pas persuadé qu'on utilise ça, évidemment. Puis moi, quand j'étais jeune, sûrement pas vous d'ailleurs non plus, mais dans le groupe entre nous deux, on disait des expressions comme aller se statcher ou des choses comme ça. Eh bien, c'est un langage qui est, disons, des patois, hein, quelque part, hein, qui sont le propre de groupe social. Hein? Donc, on a, encore une fois, ce type de langage-là. Je fais un petit truc, hein? On voit un peu à l'avance un petit peu, mais on peut voir déjà que selon le langage qu'on utilise, eh bien, selon les milieux sociaux, bien, habituellement, on n'utilise pas le même nombre de mots non plus, ce qui est assez décevant. Si vous comptez le nombre de mots différents qu'on utilise par cours, par jour, excusez-moi, des fois, c'est assez décevant. On se rend compte qu'on n'a pas tant de vocabulaire que ça. On utilise souvent les mêmes mots. Mais on voit un peu également que selon notre classe sociale, on va utiliser davantage de mots, hein, selon notre milieu socio-économique. On va revenir plus tard sur cette dimension-là. Je voulais juste glisser un petit truc d'avance. Mais, par exemple, ça pose nécessairement problème aux groupes socio-économiquement défavorisés, hein, qui ont intériorisé une culture qui n'est pas valorisée par le monde de l'éducation. C'est-à-dire que, bien, vous le savez très bien, souvent dans les travaux, on corrige la forme et le contenu, hein, mais un contenu sans forme pose problème. Et on se rend bien compte que, dans les faits, l'école fait en sorte qu'il va évacuer les étudiants les moins performants, souvent ceux des milieux socio-économiques moins favorisés, dans la mesure où ils ne maîtrisent pas le langage promu par l'institution. Le langage peut également être utilisé pour exclure des groupes de la population. Donc, c'est un peu l'idée, hein? On commence quand même les symboles, le langage, mais également, il faut apprendre ces symboles et ce langage-là. Hein? Moi, il y a un truc qui me fait un peu rigoler. Mes parents ne comprennent absolument pas tout ce qui est émoticône. Hein? C'est-à-dire qu'ils sont un peu flous, ils ne savent pas trop qu'est-ce que ça veut dire, quel symbole. Ils utilisent le petit bonhomme sourire, le petit bonhomme qui pleure, puis le petit bonhomme fâché. Mais en gros, hein, la complexité de cette forme d'expression-là sur les fameux messages textes, mais ne comprennent absolument pas ce truc-là. D'ailleurs, je vous décommande fortement d'utiliser des petites émoticônes dans vos publications officielles. Hein? Ça veut dire que vous allez être considéré comme quelqu'un qui n'a pas l'habitus culturel associé à une classe favorisée. On va revenir plus tard sur la notion d'habitus culturel. Hein? Donc, on a le symbole, on a le langage. Hein? Ce sont donc déjà des idées ici qui sont à la base de la culture. Également, on a des valeurs et des normes. Bien, les valeurs, c'est les idéaux, les principes moraux qui sont propres à une société. C'est en fonction des valeurs qui sont partagées par un groupe que va être classé les comportements souhaitables ou acceptables par une société. Ça veut dire qu'au nom de valeurs qui sont partagées, bien, ces valeurs-là qu'on intériorise quand on est jeune, hein, quand on vous dit, quand vous étiez plus jeune, pousse pas ton frère ou ta petite sœur, laisse la place, sois gentil, sois poli. On apprend donc ces valeurs-là par la socialisation primaire. Bien, on voit que c'est essentiellement par l'intériorisation des valeurs, hein, si on veut, qui vont en sorte qu'ils vont orienter une part de nos comportements.
C'est au nom de la notion de respect que je vais agir de telle ou telle manière. C'est au nom de la notion d'autonomie et de responsabilité que je vais me dire, ben, peut-être que je vais aller en appartement pour faire mes choses moi-même. Hein? Donc, c'est également en raison, par exemple, de la notion d'authenticité que certains croient bon de dire tout ce qui leur passe par la tête. Hein. Ils ne sont pas, si on veut, irrespectueux, ils sont authentiques. Hein. Les valeurs sont parfois interprétées de manière différente dans les différents groupes sociaux. Donc, on a les valeurs, si on veut, hein, les idéaux, les principes moraux, mais concrètement, elles vont s'incarner dans des normes. Hein, c'est-à-dire que ben, la norme respect, par exemple, va s'incarner dans la règle, ben, tu dois faire la file, tu dois vous voyer, tu dois tenir la porte des individus. Donc, on a les idéaux, les principes moraux, qui concrètement vont s'incarner dans des manières d'agir concrètes, hein, qui sont les normes. Hein, ça veut dire que ben, les normes vont directement dicter aux gens quoi faire, quoi ne pas faire. Hein. Ça veut dire que ben, on agit le plus souvent qu'autrement en fonction des valeurs de la société, hein, respect, autonomie, responsabilité, mais concrètement, les normes, c'est tu dois agir de telle manière. Hein, donc, on a un peu ces normes-là qui se manifestent. Pour vous faire un exemple de COVID, ben, au nom de la valeur hein, de respect, par exemple, d'autrui, ben, les normes vont amener les individus à porter un masque dans les lieux sociaux. Hein. Donc, on a une valeur ici de respect qui concrètement s'incarne dans des comportements précis. Les normes peuvent être formelles ou informelles. Hein. Une norme formelle, c'est une loi. C'est pas compliqué. Hein. Par exemple, le code de la route est une norme formelle. Une norme informelle, c'est tout ce qui n'est pas écrit. Hein? C'est-à-dire que, par exemple, ben, vous roulez sur l'autoroute, vous roulez à 140 km/h, eh bien, vous enfreignez une norme formelle ici du code de la route. Si un de vos amis vous dit « peux-tu rouler moins vite, mais ça tu commences à me faire peur », bien, ici, on est davantage dans l'informel. Votre ami ne peut pas vous donner de contravention, peut simplement vous désapprouver à ce moment-là. Hein. Donc, on a les valeurs, les idéaux, les normes, les règles plus ou moins formelles ou informelles qui vont justement encadrer les manières d'agir, de sentir et de ressentir d'un groupe social particulier. J'en ai quelques-unes ici, hein, les normes formelles et informelles. Ben, dans les normes formelles, vous les connaissez, le code criminel, le code civil, les codes professionnels, hein, les codes de déontologie, hein, également, qu'il peut y avoir dans certaines professions. Des normes informelles, mais c'est par exemple, c'est écrit nulle part que vous devez vous laver X fois par semaine. Hein. Donc, on a, par exemple, les normes d'hygiène corporelle. Ben, on considère aujourd'hui qu'on doit se laver à peu près à tous les jours. Au Moyen Âge, je vous rappelle, Louis XIV prenait environ 2 bains par année. Également, attendre en file, ben, il y a quelque chose d'assez étonnant en Occident surtout. Hein, dès qu'il y a 2 personnes qui attendent quelque part, il y a automatiquement des files d'attente qui vont se créer. On a cette norme-là hein, de ne pas se lancer tout le monde dans la même direction. On fait la file indienne. Hein, il y a quelque chose d'intériorisé hein, dans notre culture. Les normes de ponctualité aussi, c'est assez amusant dans la mesure où ça varie d'une société à l'autre. Il ne faut pas faire non plus d'amalgame, mais par exemple, si vous êtes avec des amis allemands, c'est plus ou moins un préjugé, mais quand même, la ponctualité, bien, vous êtes considéré en retard après environ 3 à 4 minutes de retard. Si vous êtes avec des amis italiens, ben, vous pouvez avoir un 15-20 minutes de marge de manœuvre avant d'être considéré en retard. Toutes les sociétés balisent qu'est-ce qu'est la ponctualité. Toutes les cultures ne balisent pas la ponctualité de la même manière. Hein. Les règles morales, bon, le code criminel, les codes d'éthique en général. Sinon, dans l'informel, hein, ben, c'est quoi être honnête? C'est quoi la notion de respecter hein, l'autre individu? Normes esthétiques, on avait déjà un peu évoqué, hein, mais dans l'informel, il y avait ben, les modes, les manières de s'habiller, de se vêtir en général. Bien, on voit que dans les groupes sociaux, on a une manière de s'habiller qui est à peu près la même, hein, qui est encore toutefois, d'ailleurs, malgré les avancées assez genrées, hein, il y a des vêtements de filles et de garçons.
beaucoup moins qu'auparavant, mais ça demeure quand même. Je ne pense pas que certains m'imaginent ici porter une belle robe avec des talons hauts. Hein. J'imagine que ça serait un peu étonnant ici. Les rituels également, hein, il y a les protocoles et tout ça dans les règles formelles. Et dans l'informel, il y a toute la notion de bienséance. Qu'est-ce que bien agir au quotidien? Comment bien se conduire dans certaines situations? Mais on doit apprendre, encore une fois, ces choses-là. On ne naît pas en sachant toutes ces choses-là. On doit les apprendre. Et c'est d'ailleurs la grande douleur des nouveaux riches. Hein? Si, par exemple, du jour au lendemain, Roger qui vivait dans un camper et qui buvait de la bière en canette avec sa carabine, et du jour au lendemain, il gagne, mettons, on va dire, 200 millions de dollars, il est considéré comme étant riche. Mais sait-il se comporter comme la société des bien nantis l'exige? Pas nécessairement. Hein. C'est d'ailleurs le grand problème qu'a vécu Donald Trump au début de sa carrière. Bien que riche, il n'a jamais été accepté par les grandes familles puissantes des États-Unis, économiquement pesantes. Je veux dire, il n'y a pas de complot, ce n'est pas ça l'idée. Mais on voit un peu que c'est d'une part être fortuné, mais d'agir comme un individu fortuné, ça ne va pas nécessairement ensemble. On doit apprendre ces choses-là. Également, comment exprimer ses sentiments. Hein? Je crois que rire à des funérailles, c'est assez mal vu. Mais, par exemple, ça dépend des pays. Encore une fois, hein? Il y a des pays dans la région, je ne veux pas dire de bêtises, dans le nord-est de l'Afrique, j'ai oublié c'est lequel exactement, mais je pense que je l'ai d'ailleurs, les images, non. Eh bien, il y a cette idée-là que nous, par exemple, en Occident, quand il y a des funérailles, on doit exprimer notre tristesse ou du moins faire semblant d'être triste, hein, parce que c'est relativement mal vu. Hein. Si vous voulez avoir l'air triste et que vous n'êtes pas triste du tout, mettez au moins des lunettes de soleil. Les gens vont penser que vous êtes particulièrement triste. Par contre, dans certains pays, comme je vous disais, il faut manifester sa joie. Hein? C'est pourquoi il faut être heureux dans les funérailles. Mais dans ce cas-ci, on va manifester, si on veut, on va célébrer la vie du défunt. Hein? Ça veut dire qu'il ne faut pas simplement dire « il est parti, c'est tellement triste ». Mais on doit également célébrer sa vie, ce qui a l'homme ou la femme qu'il a été au cours de son existence. Donc, on voit un peu que si je vais dans un de ces pays et je commence à pleurer, les gens vont considérer que j'agis de manière absolument inacceptable. Hein? Donc, on voit que toutes les cultures vont encadrer, hein, et les groupes sociaux vont encadrer c'est quoi la bienséance, c'est quoi les bonnes manières d'agir, c'est quoi la ponctualité, tout ce qu'on peut imaginer. Eh bien, même si tout est encadré, ça c'est absolument incontournable. Par contre, ce n'est pas encadré de la même manière. Donc, ici, ce sont des normes dont il est question. Je la mettais avant, ça me faisait rire en raison de la COVID, c'est encore plus rigolo. Eh bien, il y avait aussi la notion de bulle sociale, hein, c'est-à-dire que, vous allez voir, ça va être bizarre avec, vous allez dire, ah oui, ça c'est vrai, c'est l'ancien temps, mais il y a cette notion-là que, selon les cultures, on n'a pas la même bulle sociale à partir de laquelle on trouve que l'autre individu est dans notre espace vital. Hein. En Amérique du Nord, on a de grosses bulles sociales. Hein. Ça veut dire que un inconnu doit à peu près se trouver après à 3 mètres pour qu'on soit particulièrement à l'aise. Il vous est peut-être déjà arrivé d'avoir un inconnu qui se met à ça de votre visage puis pour vous poser des questions. Vous sentez une forme de répulsion. Pourquoi? Parce que culturellement, on considère qu'il est à l'intérieur de votre bulle. Hein? C'est un peu la même chose. Pourquoi vous vous sentez peut-être mal à l'aise quand vous êtes dans le métro? Eh bien, vous vous dites, il me semble que je suis dans ma bulle, il me semble que je n'aime pas ça que les gens soient collés sur moi. Mais c'est justement cette notion-là de bulle qui, nécessairement, est considérée comme à problème. Aujourd'hui, on voit également que les bulles, ça veut dire également que je dois pouvoir être proche de mes amis et des personnes que je connais. La COVID pose ce problème-là. Hein. Vous avez tous sûrement eu le malaise dans l'interaction codifiée qui est les salutations quand quelqu'un arrive dans le cours arrière ou de départ. Cette idée que tu ne peux pas serrer la main, puis tu es là, OK, mais ça me semble c'est bizarre, puis salut. C'est un peu étrange, hein, nos manières codifiées d'entrer en interaction sont, si on veut, considérées comme étant obsolètes en raison des considérations de santé publique. Donc, on a ces bulles-là qui ont été profondément modifiées par la fameuse COVID. Continuons encore un peu. Hein. On a les statuts sociaux et les rôles sociaux.
Les statuts sociaux, c'est quoi? C'est quelle position occupez-vous à l'intérieur de la société? Je ne veux pas dire que je considère qu'ils sont légitimes, ces statuts sociaux-là, mais ils sont considérés comme étant légitimes pour un grand groupe de la population. Donc, le statut social, c'est en gros, c'est en fonction d'un attribut quelconque. J'ai un enfant, mon statut social, c'est d'être parent. J'ai un diplôme, mon statut social, c'est d'être un étudiant ou un diplômé. Mon statut social devant vous, c'est d'être un professeur. Il y a une institution qui me donne ce rôle-là, me l'accorde, et spontanément, vous vous dites, cette personne-là doit avoir raison, même si vous n'avez absolument aucune idée. Cette personne-là doit avoir raison et à la limite peut même me réprimer et que je considère ça comme étant absolument légitime. Ce qui est quand même relativement étonnant. Si on regarde vraiment, si on est un extraterrestre et on regarde ça d'en haut, c'est un peu étrange que certaines personnes peuvent être considérées comme ayant absolument raison, uniquement en raison de leur statut social. Par exemple, si on y va sur le prestige du statut social, pendant longtemps, le statut social du père était considéré comme étant beaucoup plus prestigieux que celui de la mère. Également, si je vous dis qu'est-ce qui est plus prestigieux entre le statut social d'un médecin et d'un éboueur, peut-être que vous allez considérer que la femme médecin a un prestige un peu plus élevé que l'éboueur. En vertu de quoi? En vertu de ce qu'on nomme un statut social. Donc, c'est la position que l'on occupe à l'intérieur de l'échiquier du système social qui est le nôtre, fortement hiérarchisé. Même si on ne veut pas nécessairement l'admettre, le système social est profondément hiérarchisé. Un statut social est accompagné par quelque chose. Comment tu dois agir en fonction de ton statut social de médecin, par exemple, de père ou de mère, ou de professeur ou d'étudiant ou d'étudiante? Ça s'appelle le rôle social. Concrètement, c'est quoi la manière par laquelle l'individu doit se comporter en fonction de son statut social? Donc, statut social, c'est la position que vous occupez. Le rôle social, c'est comment occuper cette position-là. C'est-à-dire que pendant longtemps, je prends encore l'exemple classique de père et de mère. Statut social, père, mère, parce qu'ils ont des enfants, parce que tu ne vas pas être père ou mère si tu n'as pas d'enfants. Peut-être que c'est un chat, puis tu te considères que, c'est un truc. Mais on est père et mère en fonction d'un attribut quelconque. Ici, on a des enfants. On a un rôle social associé à la paternité et à la maternité. Pendant longtemps, ça n'a pas été très, très compliqué. Maternité égale tâches domestiques, éducation et soins des enfants. On voit que ça n'a pas énormément changé dans plusieurs foyers, tandis que le père, son rôle social est d'être le salarié pourvoyeur. Donc, c'était vraiment l'idée, je suis celui qui travaille, donc c'est moi qui est un peu le boss dans la maison. Les tâches domestiques, l'éducation des enfants n'étant évidemment pas des tâches qui sont rémunérées, mais qui ne sont quand même évidemment des tâches, vous en conviendrez. Ce qui peut évidemment poser problème, par exemple, dans le cas où, dans ce type de société-là, l'individu se retrouvait du jour au lendemain au chômage. Il est un individu avec un statut social et qui ne peut plus accomplir son rôle social, ce qui, évidemment, pose problème pour ces individus-là. Dépression, anxiété, nervosité, bref, nommer toutes les failles psychologiques dans lesquelles on peut tomber dans ce type de situation-là. On achève sur les composantes de la culture. On a les rites. Par exemple, des rites de passage, par exemple. C'est une espèce de... le plus souvent, c'était des rites religieux. Par exemple, vous avez déjà eu le grand bonheur, j'imagine, d'assister à une messe de Noël, à une messe de Pâques. Que vous soyez à cette messe-là aujourd'hui ou il y a 25 ans, c'est pratiquement la même messe. C'est-à-dire qu'il y a une manière qui est ritualisée d'accomplir certaines actions. Et on croit, par exemple, que dans le cas des catholiques, prendre le bébé, mettre de l'eau sur son front, faire un signe de croix, ça fait de lui un membre de la famille catholique et éventuellement peut-être une protection de Dieu. C'est l'idée un peu qu'on a un ensemble de gestes et d'actions à poser qui va être efficace pour accomplir X éléments, mais qu'on ne peut jamais vérifier, évidemment. Donc, extra-empirique. C'est un peu l'idée que, il était baptisé, fait que c'est pour ça que ça a été sauvé. Puis si en même temps, l'enfant décède, personne ne va pouvoir dire, imagine s'il n'avait pas été baptisé, ça aurait pu être encore pire. Donc, on a un peu ce raisonnement-là.
Donc, les rites religieux, d'autres également les superstitions. Peut-être que certains sportifs ou sportives parmi vous, ben, des fois, on a des petites superstitions qu'on tient. On fait toujours la même chose avant un match ou avant un examen, par exemple. Ce sont des petites superstitions qu'on pense que si on ne les fait pas, on va être dans le trouble en tabarouette. Pourquoi? On est convaincu que ça a une efficacité, que je dois absolument le faire, ces éléments-là. Les rites de passage également, qui ont quand même diminué. Aujourd'hui, ben, par exemple, les rites de passage, il y en a quelques-uns. Il y a la fameuse bal des finissants après le secondaire 5. Il y a également le fameux voyage en Europe PACSAC entre le cégep et l'université à peu près, hein, où plusieurs vont encore faire ce fameux travail-là, hein, de dire, je vais aller en voyage, je pars comme étant, si on veut, un adolescent et je vais revenir en adulte parce que j'ai vécu des choses. C'est la notion de rite de passage. J'en ai quelques-uns, des rigolos pour vous. Vous le connaissez peut-être, celui-ci. Eh bien, je crois que même que j'ai un petit vidéo hein, que je peux peut-être vous partager. Eh bien, on a ce petit rite de passage-là qui est assez sympathique. En gros, bon, le but, là, okay, c'est que vous montez la structure, excusez-moi, vous montez la structure et vous devez sauter en bas. Hein. Vous êtes attaché par une genre de liane mais qui pas tant que ça, qui ne torche pas tant que ça. Dans certaines cultures également, il y avait une peau de lion hein, qui était portée par les individus. Ici, un symbole qu'on a vu un peu plus tôt. C'est comme si le fait de porter la fourrure du lion nous donnait la force du lion, hein, qui est une dimension purement symbolique. Vous n'avez pas objectivement la force d'un lion, mais l'objectif étant du rite de passage qu'on a toujours un avant et un après. C'est-à-dire donc la personne va monter la structure, il est toujours considéré comme un adolescent et quand il tombe en bas, voyez-vous, c'est un petit peu raide quand même, il est devenu absolument un adulte. Hein? Donc, on a un rite de passage. Le passage, dans certaines sociétés, dans plusieurs sociétés d'ailleurs, si on veut préhistorique, si on veut, hein, dans le sens qu'ils n'ont pas écrit leur histoire, c'est cette idée-là hein, d'un avant et un après. Hein. Ici, la fameuse cérémonie hein, de, ben, on monte une structure, on est un adolescent quand on monte, et quand on descend, arrivé en bas, on est devenu un adulte. Hein. Donc, rite de passage parmi d'autres. J'en ai d'autres également. Il y en a des un peu moins sympatoches comme celui-ci. J'ai oublié c'est où. C'est au Brésil, en Amazonie, dans une tribu locale. Les petits enfants de 5-6 ans, hein, ils sont tatoués. On voit encore la notion des symboles qui signifient quelque chose. Hein, ce n'est pas juste des lignes au hasard. Ils doivent porter des jolies petites mitaines de four. Mais ces petites mitaines de four ont quelque chose d'assez rigolo et de sournois, c'est qu'ils ont des petites fourmis de feu à l'intérieur. Hein? C'est-à-dire qu'il y a plein de petites fourmis qui vous piquent les mains et vous devez les garder pendant environ, je pense que c'est 5 à 6 minutes. Ils font ça 3 fois et l'enfant ne doit pas pleurer. C'est-à-dire que s'il ne pleure pas, il passe de son statut d'enfant à son statut d'adulte. Ah, on a moins ces rites-là, peut-être qui était la confirmation, ou, voilà. On en a encore un petit peu, par exemple, le mariage, encore dans nos sociétés, peut être un rite, mais qui est d'aujourd'hui de plus en plus choisi et non plus obligé par la société. Hein, avant, ce n'était pas compliqué. Ben, vous allez un petit peu à l'école, vous trouvez une job, vous vous mariez et après, vous allez en appartement et ensuite, ben, vous faites des bébés. Aujourd'hui, l'ordre n'est plus nécessairement le même. Donc, on a un peu ce type de rite-là. J'ai aussi celui-ci qui se déroule dans les jolies petites forêts de Vancouver. C'est pour les petites filles, ce cas-ci. Les petites filles de cette tribu autochtone-là devaient faire un truc, encore une fois, relativement moyen pour les petites filles. Le jour de leur première menstruation, ben, on les amenait, si on veut, dans le milieu de la forêt et elles devaient retrouver par elles-mêmes le chemin du village. Si elles retrouvaient le chemin du village, ben, elles étaient devenues des femmes. Si elles ne retrouvaient pas le chemin du village, ah ben voilà, hein, c'est un peu moins sympathique. Donc, on a un peu ces choses-là. D'ailleurs, beaucoup de sociétés, hein, ça je parle ici aux filles, vous ne serez pas très, très étonnés, ont énormément codifié les menstruations
comme étant un acte qui était une situation qui était considérée comme impure, quelque chose qu'on ne doit pas toucher. Hein, si on veut, ça devient un peu moins pire, mais quand même, pendant longtemps dans l'histoire de l'humanité, ça n'a pas toujours été le cas, on pourrait revenir si vous le souhaitez, mais on a vraiment cette dimension-là de l'impur qui représente les menstruations. Hein. Les jeunes garçons réagissent assez étrangement d'ailleurs à ce phénomène-là. Donc, on a vu un peu hein, qu'on a les rites, on a les traditions également. Hein. Ça veut dire des éléments qu'on transmet de génération en génération. Puis on voit quand même que la signification qu'on lui accorde va quand même se modifier avec le temps, surtout dans nos sociétés. Hein. Les fêtes religieuses, qui est allé à Noël et à Pâques à l'Église parmi vous? Sûrement pas beaucoup de personnes. Hein? C'est devenu davantage des fêtes familiales où on se retrouve et même de plus en plus, on voit même un peu moins la famille et davantage les amis. Hein? Notamment lié au fait que les familles sont beaucoup moins nombreuses et qu'on choisit davantage nos relations sociales qu'auparavant. Hein? Donc, les fêtes religieuses, par exemple, ont totalement changé de signification. Et ceux et celles qui se demandent à Pâques, pourquoi est-ce que ce n'est pas des Jésus en chocolat puis des clous en chocolat? Il me semble que ça aurait pas mal plus rapport avec Pâques. Mais sachez que Pâques est une ancienne fête païenne associée à la fertilité. Le petit lapin et les petits oiseaux et tout ce que vous pouvez imaginer étaient considérés comme des signes de fertilité. Les petits lapins, j'imagine que vous vous doutez très bien pourquoi. Les petits oiseaux, le mythe étant que c'est à ce moment-là de l'année que, justement, les oiseaux formaient leur couple pour la vie. Hein. Autre petit truc également, vous avez sûrement remarqué que, avez-vous remarqué que Noël, c'est également la journée la plus longue? Non, Noël, c'est le 25 décembre. On n'a aucune idée à la date à laquelle serait né Jésus, s'il avait existé. Eh bien, Noël est encore une fois une ancienne fête païenne, c'est-à-dire que c'est la journée où, j'ai oublié le terme, je pense que c'est le solstice d'hiver, mais je ne veux pas dire de bêtises, c'est la journée dans l'année hein, où les journées commencent à allonger. Ça veut dire que avant les journées rapetissent, la durée de la luminosité, hein, et après le 25 à peu près, les journées commencent à allonger, étant évidemment ici associées à Jésus, notre Sauveur. Hein. Là, je fais du gros prosélytisme, hein, convertissez-vous. Donc, on a un peu cette dimension-là qu'on interprète des anciennes fêtes païennes. Encore une petite dernière hein, pour le voyage. Eh bien, c'est la même chose avec la fête de la Saint-Jean, qui est une ancienne fête païenne. Vous vous dites sûrement pourquoi est-ce qu'on fait des feux? C'est quoi le rapport? Bien, la fête de la Saint-Jean étant la journée où la journée est la plus longue dans l'année. Hein? Donc, c'est une ancienne fête qui a été transformée en fête religieuse avec la christianisation de l'Europe. Les croyances, encore une fois, hein, on a différentes croyances dans les sociétés. Par exemple, théorie du complot, j'ai oublié, je l'ai ajouté, celle sur le COVID, mais il y avait avant la COVID les théories sur le 11 septembre, sur les Illuminati, sur les extraterrestres, la NASA qui n'est jamais allée sur la Lune et tout ça. Ce sont des théories du complot qui sont partagées dans différentes sociétés. Hein. Les extraterrestres étant particulièrement populaires en Amérique du Nord, de même qu'en Europe de l'Ouest, mais qui sont beaucoup moins répandus là où la science-fiction était beaucoup moins développée également. Hein. Donc, on a les théories du complot qui font partie des croyances, les croyances religieuses que vous pouvez très bien imaginer, le paradis et l'enfer, et même aux États-Unis, on a l'American Dream, la croyance très forte chez les individus qui veut que tout le monde est égaux et que si on travaille très fort, bien, la société va récompenser notre travail personnel. Tandis que malheureusement, on sait que les individus dans les groupes socio-économiquement défavorisés, disons, ne partent pas à la même distance hein, dans la course à la vie. Hein, c'est comme si vous commencez à jouer au Monopoly, puis que des individus qui ont 10 000 $ en banque et vous avez 5 $ en banque, bien, tout le monde joue selon les mêmes règles, peut-être, mais je crois que certains ont plus de chances de gagner que d'autres. Le gagnant pensera alors que c'est dû uniquement à ses seuls talents individuels. Je pense que vous avez mis, hein, on a un peu encore une fois la même chose hein, sur les idéologies, par exemple, dans la culture. Ça ressemble un peu à les croyances, sauf qu'ici, on a l'idée que, excusez-moi, qu'il y a une volonté hein, de transformation du monde, de justification, souvent des inégalités, hein, mais également, il y a tout un régime de croyances qui se dit scientifique, hein, contrairement aux croyances.
Par exemple, on a l'idéologie néolibérale en économie, qui met beaucoup d'emphase sur la liberté individuelle, qui se traduit par exemple à il faut réduire la grosseur de l'État, les contraintes de l'État, les règlements, donc il faut réduire l'État en général. Et il met énormément d'emphase sur l'individu, qui est considéré comme étant un individu libre, autonome, responsable, capable d'initiative personnelle. On peut en discuter plus tard, mais c'est quand même associé à l'idée également qu'on a tendance à surresponsabiliser les individus de leur succès comme de leurs échecs. Si je vous dis concrètement, si je vous dis un pauvre, à quoi vous pensez? Pour vous, les voisins, vous êtes tous des bonnes personnes. Bien, les images qu'il y a le plus souvent, c'est quelqu'un de paresseux qui a de la difficulté à s'adapter et quelqu'un qui serait riche. Bien, c'est quelqu'un qui doit faire beaucoup d'efforts, il doit faire beaucoup d'initiatives personnelles. Bien, on est parfois également pauvre et riche de naissance. Ça veut dire que notre plan social de naissance a beaucoup d'impact sur notre existence future. Donc, c'est un peu le discours de la méritocratie qui est très fort dans nos sociétés. La position sociale de l'individu, est-ce que vous êtes plus ou moins élevé dans la société, serait uniquement le produit de son mérite individuel. On va voir au cours de la session que les inégalités sociales de naissance ont énormément d'impact sur la trajectoire que l'on peut emprunter au cours de notre vie. Donc, j'avais mis ici quelques images, voilà, de l'American Dream. Je reviens à Amy. On a, si on veut, cette image-là de l'American Dream, l'idée ici du self-made man, la statue qui se construit par elle-même, qui est particulièrement fort aux États-Unis. Et le plus souvent qu'autrement, qu'est-ce qu'on va voir? Bien, on va mettre, pour justifier cette idéologie-là, tous ceux qui ont réussi, les Bill Gates, Steve Jobs ou les 25 richest self-made women, mais habituellement, on ne met pas ceux non plus qui ont échoué. Le plus souvent qu'autrement, pour un Bill Gates qui a réussi, il y en a énormément qui échouent, mais on ne va pas présenter ça, ces individus-là d'avance, ce c'est qu'on appelle un peu le biais du survivant. On va s'intéresser uniquement à ceux qui ont réussi. On va évacuer ceux qui n'ont pas réussi, puis on va dire, regardez-lui, le système fonctionne. Donc, on a un peu quelque chose de particulier. Et enfin, on a ce qu'on considère comme étant les productions matérielles et artistiques. Ce qu'on voyait à la pointe de l'iceberg, on voit que c'est un élément parmi d'autres de notre culture. Je vais arrêter ici 2 petites secondes. Je dis beaucoup de choses, peut-être que c'est un petit peu lourd, j'en conviens, mais Amy m'a posé une question. Tu peux ouvrir ton micro. Bien, je n'étais pas trop sûre de c'est quoi la différence entre idéologie et croyance. Genre, c'est quoi qui les différencie? C'est très, très près. C'est assez difficile. Je t'arrête de mourir. C'est assez difficile, mais cette idée-là, un peu que l'idéologie, le plus souvent, ça va être des idéologies qui sont politiques. Par exemple, si vous pensez au communisme, au capitalisme, au fascisme, toutes ce sont des idéologies qui, le plus souvent, sont politiques et qui visent à transformer le monde. Donc, il y a cette dimension-là. Tandis que pour ce qui est des croyances, on est davantage à l'idée que c'est des croyances qui seraient peut-être vraies, peut-être possibles, mais les idéologies, elles sont considérées, elles sont amenées pour justifier la société et on considère qu'elles sont absolument vraies. Donc, il n'y a pas de peut-être que je ne suis pas certain. Donc, on retient l'idée. Les idéologies, on a une volonté de transformer le monde avec les idéologies. Le communisme et le capitalisme étant les 2 grandes idéologies du dernier siècle, tandis que les croyances, on est davantage dans le monde un peu plus culturel. Donc, on pense que, voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. J'ai fini bientôt sur le volet culture. On va pouvoir jaser un petit peu de tout ça, parce que je sais que je dis beaucoup de choses et peut-être que c'est un petit peu lourd. Donc, revenons un peu à cette partie-là sur les productions matérielles et artistiques. Mais on voit par exemple les premières grottes qui ont été faites, les premières grottes à Lascaux, déjà, je crois que c'est en l'an, après, de mémoire, autour de moins 15 000, mais j'ai l'impression que je dis des bêtises, je crois que c'est plutôt moins 20 000 ans, où, par exemple, on exprimait ce qui était l'entourage, on a la représentation de bisons, des choses comme ça.
quand même intéressant. Production matérielle, c'est quand même qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on puisse passer de personnes tout nues, pas de fourrure, pas de griffes, absolument rien pour pouvoir s'en sortir excusez-moi, dans une nature relativement sauvage. Mais également, on voit que les productions matérielles, mais même dans l'architecture, pour ceux qui s'intéressent à ça, on voit qu'il y a des modes en architecture. Si vous regardez des bâtiments des années 60, ils sont tous construits en béton. Tandis qu'aujourd'hui, on a davantage cette idée-là qu'on doit ouvrir les structures. Donc, il y a énormément de verre, on a énormément de transparence, ce qui est, encore une fois, relativement nouveau dans dans la production au point de vue architectural. On a vraiment des modes architecturales et même que les différents régimes politiques ont construit des modes architecturales également. Aussi, juste comme ça, vous avez sûrement remarqué que tous les bâtiments un peu en France, aux États-Unis et tout ça, reproduisent essentiellement le modèle grec. Ça veut dire qu'on reproduit un peu des petits temples et des petits, comme le Parthénon et tout ça. Donc, on reproduit littéralement ce qu'on a vu dans l'Antiquité, en se disant c'est le summum de l'humanité. C'est assez rigolo d'ailleurs, où est-ce qu'il y a eu une méprise quelque part, où tous les bâtiments sont blancs, vous en conviendrez, c'est du marbre blanc et tout ça, tandis qu'on a fait des recherches en archéologie, puis on sait maintenant que tout était peint. Ça veut dire qu'il y avait des couleurs partout, c'était absolument magnifique. Mais par une méprise, on s'est dit, oh non, c'est le blanc, c'est la pureté, on a réinterprété la Renaissance. Eh bien, on a construit tous les bâtiments civiques aux États-Unis, en France, en Angleterre et tout ça, en suivant le modèle de la Renaissance, qui serait tous des bâtiments avec des colonnades, avec du marbre et tout ça, blanc absolument. C'est quand même assez rigolo dans la mesure où c'était absolument pas le cas à l'époque. Pour terminer ce bloc-ci, on va revenir un peu sur les 3 caractéristiques qui sont incontournables dans la culture. Je vous ai mis quelques éléments, je ne vous demande pas de les rappeler par cœur, ce n'est pas l'idée, mais je voulais vous les présenter essentiellement. Les éléments de la culture sont porteurs de sens. Ça veut dire qu'on a une signification communément partagée. Ça veut dire qu'on doit connaître les éléments de la culture pour être considéré comme un membre de la société de la culture, mais également pouvoir communiquer avec les autres. Si j'utilise j'ai un bel exemple ici, si vous me permettez, qui est assez rigolo. C'était dans le fameux film, pour certains qui ont vu ce film-là, un vieux film de science-fiction de Mars Attack. Ça vous dit peut-être quelque chose? Dans ce film-là, il y avait quelque chose de relativement rigolo. On a une navette spatiale qui apparaît. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Je pourrais conter l'histoire des navettes spatiales un autre jour. Mais en gros, ça vient d'une méprise. Celui qui avait vu la première navette vaisseau spatial, OVNI aux États-Unis, il parlait de cigares qui rebondissaient comme des soucoupes sur l'eau. Dans les journaux, ça a été donc nommé Flying Saucer, soucoupe volante. Et on a vu que tous ceux qui, à quelque part, voyaient des choses dans le ciel et qui ne savaient pas trop c'était quoi, ils voulaient y accorder quelque chose, une signification. Ils ont tous vu ce que partout on a présenté dans la science-fiction. Donc, vous avez ici la fameuse image classique de la soucoupe ronde. Donc, on a une soucoupe ronde. On a, encore une fois, un autre élément de symbole, le fameux tapis rouge. Tapis rouge, on ne met pas un tapis vert quand on essaie d'accueillir des invités de marque. Les tapis rouges, est-ce que les extraterrestres comprennent c'est quoi un tapis rouge? C'est très discutable, vous en conviendrez. La séquence qui est assez amusante, les images ne sont pas très bonnes, je suis désolé, mais on a ici, ils veulent communiquer. Les autres, ils disent, on a vu un rond, peut-être que ça veut dire quelque chose, ils ont l'air à se représenter comme ça. Jusque-là, ça va bien. Les extraterrestres disent, OK, oui, ça va bien, tout est relativement positif. Et comme dans souvent ces films-là, qu'est-ce qui se passe? On a des gens, on va essayer de le voir, je ne veux pas dire, des hippies qui vont lancer une colombe en signe de paix. Pensez-vous que la colombe est considérée comme un élément de paix par tous les groupes et encore moins les extraterrestres? Eh bien non, on peut considérer que c'est une arme de destruction massive et ça amène à un geste de non-communication culturelle. Là, la séquence est un peu coupée, mais en gros, ils finissent par exterminer absolument tout le monde qui était présent dans le groupe. Je reviens donc
Les éléments sont porteurs de sens. Ils sont porteurs de sens pour les individus qui partagent la même signification, la même culture. Nécessairement, ben, on n'a pas, si on veut, ça ne va pas de soi qu'on a ces sens-là. La même signification, excusez-moi. La culture rend également, comme j'ai dit un peu plus tôt, hein, les groupes distincts des uns des autres. Ils vont leur donner une identité à ce groupe-là. Donc, on voit un peu que le fait d'avoir la même culture permet la compréhension entre les membres du même groupe. Et on voit que ceux des mêmes cultures vont avoir tendance à être plus solidaires entre eux. Hein. Ça veut dire que la culture sert de marqueur d'appartenance. On se reconnaît, on peut communiquer plus facilement et qu'on a tendance à s'aider davantage dans un groupe qui partage les mêmes référents culturels. C'est un peu ce que vous avez peut-être remarqué quand vous avez voyagé dans tout inclus dans le Sud. Tous les Québécois, les Allemands, les Anglais et tout ça se mettent tous ensemble en petites gangs, même s'ils ne se connaissent absolument pas. « Ah, t'es français? Je vais venir avec toi parce que je suis français. Hein? » Donc, on a un peu cet élément-là un peu rigolo. Donc, ça sert des marqueurs d'appartenance et nécessairement, bien, si on appartient, on se distingue des autres. Il y a le « nous » qui partageons notre même culture et il y a le « eux » qui ne partagent pas la même culture. Hein? Donc, on a cet élément-là. On se reconnaît entre nous. Ça permet en sorte qu'on se sent appartenir au même groupe et on se distingue des autres groupes. Hein? Ça veut dire, nous sommes nous parce que nous partageons les mêmes référents culturels et nous ne sommes pas eux. Hein? Donc, on voit un peu cette dynamique-là s'installer à l'intérieur des groupes sociaux et à l'intérieur également hein, de la même culture. Hein? C'est-à-dire au Québec, bien, il y a différents groupes sociaux qui ne se reconnaissent pas nécessairement comme étant les membres du même groupe. Et enfin, dernier élément, la culture se transmet par la socialisation. Ça veut dire que ben, on doit intérioriser les éléments de la culture. On ne naît pas comme étant des êtres culturels. Un bébé, ça demande beaucoup de travail pour faire en sorte qu'il intériorise la culture. Et l'élément le plus fascinant de la socialisation, c'est qu'on intériorise la culture hein, comme une boussole interne, hein, comme les petits pigeons. C'est-à-dire qu'on sait à peu près comment agir dans telle situation parce qu'on était bien socialisé. Et on ne remet pas en question en permanence les éléments de notre culture. Ils sont considérés comme des allants de soi. Il est évident il est normal que les gens ordinaires font cela. Eh bien, on intériorise ces éléments-là de la culture. Donc, on va faire juste, voilà, un petit break d'enregistrement. Je vous dis beaucoup de choses hein, quand même, mais c'était surtout vous présenter les éléments de la culture, hein, c'est-à-dire de dépasser cette idée-là que c'est uniquement la production artistique, c'est uniquement les spectacles, les chansons, les festivals. On voit que c'est beaucoup plus complexe que ça, la culture, c'est beaucoup plus riche que spontanément ce à quoi on peut penser. Hein. Donc, la culture, on a vu un ensemble d'éléments et on retient surtout l'idée que bien, ça fait en sorte que l'on appartient à des groupes, on se reconnaît entre membres du même groupe et on se distingue également des autres groupes. Hein? Donc, on a cet élément-là, appartenance, reconnaissance et distinction sociale. Hein? Donc, c'est un peu ce qu'il y a de particulier, que la culture est également, elle évolue avec l'histoire du groupe. Et bien, c'est un peu ce qu'on peut se poser comme question. Quelles seront les traces que le fameux confinement et la pandémie vont laisser dans la culture québécoise? Hein? On est trop tôt pour le savoir, évidemment. On est encore très, très proche. Mais quand même, ça a changé sûrement déjà beaucoup de choses. Hein? Ne serait-ce que la mode du télétravail. Moi, par exemple, j'ai appris à bien me conduire, à ne pas couper la parole grâce aux réunions sur Zoom, dans la mesure où il y a juste une personne à la fois qui peut parler. Ça m'aura au moins appris cet élément-là, étant un petit peu TDAH par nature. Hein? Donc, pause malaisante, j'aime ça. C'est un peu cette idée-là. Hein? Donc, la culture, si on veut, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut spontanément imaginer. Hein? Puis je trouve ça un peu intéressant de vous le présenter, hein, si on veut, de manière un peu plus approfondie que mais la culture, c'est ce qui nous entoure, c'est le fun, puis il y a des gars et des filles. Je trouve ça un peu plus intéressant. Si vous voulez, 2h30, on va commencer à 1h30. Ben, je ne sais pas s'il y en a qui veulent faire des pauses pipi. Moi, j'ai genre peut-être 30 minutes encore à faire sur la socialisation. Vous pouvez peut-être lever la main si vous voulez faire une petite pause pipi de 5 minutes à peu près, ou chercher un verre d'eau, tout ça. Moi, c'est pour vous. Hein? Ouais, OK, ouais. On se prend un 5 minutes. Il était 35, on va dire. On recommence à 40. Puis on fait encore genre 25 minutes à peu près. Là, puis c'est fini pour aujourd'hui. Ça vous convient?
Good. À I35, on revient à I40, on recommence ça. Mais là, quittez pas le groupe. Hein? Good. Vous pouvez fermer vos caméras si vous voulez. Voilà, c'est massif comme phénomène. Hein? Voilà un effet de groupe. Hein? C'est quand même intéressant à voir. Je vais être le seul. Non, Jonathan va rester là parce qu'il n'a pas accès à son ordinateur parce qu'il est de dos en ce moment. Voilà. Donc, deux Mohicans encore qui restent. Good.